Bonjour, bienvenue donc dans Point de vue et au sommaire, quel point commun entre Marine Le Pen et Richard Ferrand? Eh bien, ils sont députés, vont devoir se rendre au tribunal. Victoire du droit ou instrumentalisation de la justice? On posera la question. À la une également, les embouteillages et des déviations. Bienvenue à Colombey-les-Deux-Églises où les hommages se multipliaient en ce 9 novembre, 47 ans après la mort du général de Gaulle. Et on reviendra sur cette nouvelle offensive féministe version lexicale après l'écriture, la grammaire inclusive. Qu'en pensez-vous? Donnez votre avis sur le player du Figaro.fr, c'est-à-dire l'écran dans lequel vous voyez cette émission, ou bien sur la page Facebook du Figaro. Et en attendant, on demandera son avis à Maître Duhamel, Olivier de son prénom. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Auteur, président de la Fondation nationale des sciences politiques et présentateur de l'indispensable Mediapolis sur Europe 1 le samedi matin et auteur du non moins indispensable Macron et en même temps avec Laurent Bigorgne et Alice Baudry. Face à vous, Christophe Devox, spécialiste de rhétorique et d'idées politiques. Et la synthèse de ce savoir, un aperçu du moins, eh bien, on le déguste dans Réformer. Quel discours pour convaincre. Sylvain Courage, rédacteur en chef à l'Obs, bonsoir. Bonsoir. Et en une de l'Obs cette semaine, cette enquête sur la chute d'une icône, ou plus exactement d'un gourou, Tariq Ramadan. Et Karl Meus est avec nous ce soir, journaliste au Figaro Magazine, qui fait sa une cette semaine ce week-end sur la médecine préventive. On en reparle juste après cette émission. Mais d'abord, direction donc Colombey-les-Deux-Églises, 736 habitants au dernier pointage, mais un énorme embouteillage ce matin. Illustration avec ce tweet de notre confrère du Monde, Olivier Faye. Bison futé, voie rouge à Colombey, sur la tombe de Charles de Gaulle. Accoyer à 9h, Vauquier à 9h30, Philippot en fin de matinée, NDA, c'est-à-dire Nicolas Dupont-Aignan aussi, mais pas en même temps. Gilles Le Breton, FN à 12h, c'était précis, mais il avait oublié Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État aux anciens combattants. Olivier Duhamel, j'ai une question toute simple à vous poser. Est-ce que vous êtes gaulliste ? Non, je ne suis pas gaulliste. Non, j'aime beaucoup le général de Gaulle par ailleurs. D'abord, j'aime son écriture, j'aime le personnage, j'aime bien les fous. Je trouve qu'il fallait être complètement fou pour, à Londres, en juin 40, dire « la France, c'est moi » et que la suite de l'histoire vous donne raison. Je trouve qu'il y a beaucoup de gestes du général qui sont grands. Par ailleurs, il y a des points que je désapprouve, mais le personnage, je l'aime bien, mais je ne suis pas gaulliste, non. Christophe Devox, vous êtes gaulliste? Eh bien, non plus, décidément. Et tout le monde ne sera pas gaulliste, selon le fameux dicton. Hein, mais même chose, alors moi, en plus, étant historien, je suis sensible à la geste historique incroyable et au fait qu'il appliquait déjà d'ailleurs la maxime de son ami et rival Churchill. L'histoire lui est favorable puisqu'il l'a écrite. Et il a notamment pensé très savamment à écrire ses mémoires. Je pense qu'on va en reparler, mais l'héritage est visiblement très très demandé et le notaire aura du mal à choisir. On va voir, justement. Sylvain Courage, vous êtes gaulliste? Non, mais... c'est vrai, de ce côté-là, mais tout le monde est passionné par son histoire, tout le monde est captivé par le personnage, et puis c'est le double maître étalon de la grandeur pour les hommes politiques, donc ils essayent tous de se mesurer à lui. Peut-être que c'est ce qui explique son succès posthume. On va y revenir. Karl Meus, Figaro Magazine, vous êtes de la branche libérale, la branche gaulliste? Par esprit de contradiction, je veux dire, je le suis. On ne va pas faire l'unanimité sur ce plateau. Si on parle de l'homme du redressement, comme le disait Olivier Duhamel en 1940, qui a cette folie de partir à Londres et de dire « je suis la France », moi, ça me va très bien. Si c'est même l'homme du redressement de 1958 qui dit « attendez, la 4ème République aura la catastrophe, on va tout redresser », moi, ça me va très bien. Donc, sur ces définitions-là, je prends. Il y avait un professeur de droit qui était gaulliste de gauche, qui s'appelait Dabzi. Et alors, il disait à gaulliste de droite, la différence entre vous et moi, c'est qu'on n'a jamais été gaulliste en même temps. Parce que moi, j'étais gaulliste en 40, vous étiez pétiliste. J'étais plus gaulliste en 45, vous l'êtes devenu. En 58, vous l'étiez à mort, je ne l'étais plus. En 62, je suis redevenu, vous n'y étiez pas. Mais est-ce que c'est pas ça, justement, le paradoxe? C'est la force de Gaulle. C'est que, sur l'histoire d'être au-dessus de droite et gauche, ce qui est fascinant dans l'histoire de Gaulle et du gaullisme, c'est que De Gaulle, lui, il est resté, et selon les moments de l'histoire, occupait une place qu'on pourrait dire à droite ou à gauche,
Mais en revanche, sur son projet politique, il a complètement échoué. C'est-à-dire que la Ve République organise tout sauf le rassemblement par-delà droite et gauche. Macron nous fait oublier ça, mais c'est la Ve République, c'est l'élection présidentielle qui a refait la structuration droite-gauche et qui a recréé un vrai régime des partis, finalement. Et Macron, il est gaulliste ou pas? Macron, il est macroniste, donc il est bonapartiste, il est gaulliste, il est tout ce qui est grand, quoi, parce qu'il n'a pas une petite... La question européenne, il n'est pas trop gaulliste, quand même. La modestie n'est pas son fort, en général, donc... À ce point-là, il est gaulliste. Mais oui, sur l'Europe, non, d'ailleurs. Sur l'Europe, il y a une vraie différence. Est-ce qu'ils ne sont pas tous les deux, finalement, un peu machiavéliens, au sens noble du terme, c'est-à-dire, justement, ce que vous avez dit, les changements en fonction des... Moi, j'aime la phrase que je préfère chez De Gaulle, c'est « les choses étant ce qu'elles sont ». Et je crois que Macron est très des choses étant ce qu'elles sont. La seule étiquette que je revendique est gaulliste. Qui a dit ça? Question. Tout le monde. Sûrement Guénaud, probablement Philippot, à un moment. Et qui d'autre? Je ne sais pas, la liste doit être longue. Tous les degrés. Mais là, en l'occurrence, je pensais à Bruno Le Maire. C'est justifié? Ah oui, exact. Le maire dans... c'est commode dans la situation dans laquelle il est, en tout cas. C'est-à-dire quand on est passé du parti républicain, des Républicains, et parfois même plutôt à la droite de ce parti, à rallier Macron, dire que la seule étiquette c'est gaulliste, c'est assez commode. Karl, vous voyez quelque chose de gaulliste chez Bruno Le Maire? Ce qu'a dit Olivier Duhamel, il y en a plus chez Emmanuel Macron. Une réponse hollandienne. Hein. Non, mais il y en a plus chez Macron. Pourquoi? Parce que Macron a toujours considéré qu'on était en 1958. Quand il préparait sa candidature à l'élection présidentielle, alors ça l'arrangeait aussi parce que ça lui permettait à la fois de dire que si on était à 58, ça veut dire qu'Hollande était René Coty, ce qui n'était pas très agréable, mais donc ça lui permettait lui de se détacher de François Hollande, et en même temps de dire il faut tout reconstruire. Il n'ira peut-être pas jusqu'au bout, mais en tout cas, il a opéré la première partie de son programme en se débarrassant d'un certain nombre de partis, un certain nombre de figures. Et de ce point de vue-là, on peut dire que lui, il l'est. Non, ça, c'est très, très juste. C'est-à-dire, par-delà les mots, c'est vrai que l'idée de Macron de rassembler par-delà droite et gauche, c'est une idée totalement gaulienne. Et d'autre part, la seconde idée, qui est quand j'arrive au pouvoir, je dois très vite mettre en place et effectivement le plus grand nombre de changements possibles. Ça aussi, d'une certaine manière, on n'avait pas vu ça depuis, alors dans un genre très différent, Mitterrand en 80, mais sinon c'est très très rare qu'un président élu il se réfère à De Gaulle, dise dès les premiers mois... Ça c'est gaulien, mais c'est pas gaulliste au sens... Quand il ressuscite la participation, il fait référence à De Gaulle. Peut-être qu'il fera un référendum, enfin en tout cas il menace d'en faire un sur les institutions. Donc il a assimilé la pratique gaulliste du pouvoir. Chez moi, il y a un gaulliste qui sommeille. Je suis très attaché à l'héritage du général de Gaulle. Qui a dit ça, à votre avis? Bonne réponse d'Olivier Duhamel. Crédible ou pas? Bon, pourquoi pas. Je veux dire, Cazeneuve, comme ministre de l'Intérieur, certainement pas dans l'éloquence, hein, parce que l'éloquence de Cazeneuve qui existe sur son genre... mais d'une toute autre nature. C'est une maîtrise. Toute autre nature. Bon. Mais dans le souci de l'ordre... dans une certaine façon de dire les choses comme le bon sens populaire, il y a pas mal de points communs. Oui. Et le 15-9 version 2005, Karl, il était gaulliste? Version 2005. Ah oui, qui refuse, quand il était famusien et qui refuse... Et qu'il a refusé la Constitution européenne. Le référendum sur le traité d'Amsterdam, il est sur le non. Mais très vite, il passe proche de François Hollande, donc il arrive sur le oui. Oui, il y a un côté je change de position, ça aussi c'est un peu gaulliste aussi, non? Oui, ou macroniste en même temps. C'est pour ça que, vous voyez, on tourne autour un peu du pot, on parle beaucoup du style et on a raison, et on a du mal à parler évidemment du contenu du gaullisme, parce que justement il y a eu tellement de contenu, parfois même simultanément du gaullisme, et sur tous les enjeux, même sur l'Algérie, après tout, il y a eu des conceptions très, très évolutives du général, et sur, voilà, et sur l'Europe, après tout, il a été finalement pragmatique plus qu'autre chose, puisqu'il a quand même mis en place, tout le monde pensait qu'il allait sortir de l'Europe, il a quand même mis en place le marché commun. Donc je crois qu'il faut être... Et moi j'ai plutôt une analyse, encore une fois, machiavélienne du personnage et de sa politique, autour de quelques grandes idées, bien sûr, hein,
et qui, à mon avis, ça me fait penser... C'est aussi la figure d'un homme providentiel, c'est aussi pour ça que beaucoup de dirigeants politiques s'y réfèrent, c'est que voilà, c'est l'homme qui tombe à pic dans toutes les circonstances. Il y a encore un point commun que d'ailleurs on développe dans le livre que vous avez eu la gentillesse de mentionner. Et qu'on recommande. Alors vous êtes encore plus gentil. Mais c'est vrai, parce que ça vaut le coup. Bon, votre jugement est très sûr. Non, mais ce qu'on peut rajouter, qui est très intéressant, c'est, dans le fond, De Gaulle est obsédé par l'idée de redonner à la France un poids dans le monde, de remettre la France, que la France ne soit pas une puissance moyenne, comme disait Giscard, et qu'elle retrouve une partie au moins de sa grandeur. Et c'est ça qui fonde sa réforme institutionnelle. Les institutions en soi, c'est très intéressant. C'est l'homme qui a le plus mis les institutions en priorité, mais pas par passion institutionnelle, parce qu'il considérait que c'était la condition pour avoir un État fort qui soit dirigé et que l'État fort permettrait à la France la grandeur. Et quand vous voyez Macron, c'est exactement la même chose. Macron, il dit qu'il ne veut pas réformer et redresser la France seulement pour la croissance, pour avoir des meilleurs résultats, mais pour que la France puisse devenir leader européen, le leader qui conduit l'Europe à peser sur le poids du monde. C'est le même raisonnement, toute chose égale par ailleurs. Je vous dis, chez Macron, il y a une vision internationale, une vision géopolitique qui préside à sa vision politique. C'est très clair et qui a... Alors, la différence, c'est qu'il passe par l'Europe, parce qu'il considère que dans le monde dans lequel on est, sans l'Europe, c'est pas jouable. Mais l'idée de renforcer la grandeur, redonner de la grandeur à la France, et d'ailleurs, si on va plus loin, moi qui suis grand, je veux redonner de la grandeur à la France. Ça, au fond des choses, c'est ce que pense De Gaulle et c'est ce que pense C'est quand même De Gaulle Macron. qui a fait la réconciliation vraiment avec l'Allemagne, donc il a aussi été un Européen. Alors, on est en 2017. Alors attendez, je ne pousserai pas l'imprudence jusqu'à rappeler qu'un plus illustre que moi fit en son temps la distinction entre perdre une bataille et perdre une guerre. Mélenchon. Bon, Mélenchon, vous êtes incollable. Je rends les armes. Bravo. Bon, gaulliste de gauche, Mélenchon. Non. Non. Pourquoi ? Trotskiste de droite, on pourrait dire, plutôt. Vous vous retrouvez dans cette définition ? C'est très bon, trotskiste de droite. Je pense que Mélenchon est encore plus mégalo que De Gaulle. Alors, justement, on a fait quand même un petit tour d'horizon, on va continuer, mais on voulait quand même refaire une question de cours. Qu'est-ce que le gaullisme ? Eh bien, la réponse d'un De Gaulle, Yves de son prénom, petit-fils du grand-père du grand Charles. On l'écoute. L'action, la pensée et la vision de Charles de Gaulle, c'est un tout. C'est un tout qu'on ne peut pas diviser en petits morceaux, où chacun peut prendre celui qui l'arrange et en se coiffant du petit chapeau correspondant et camoufler derrière une étiquette de gaulliste, les petits arrangements, les combines ou les ambitions. Donc ceux qui s'en réclament ne peuvent pas comme ça simplement dire il y a un petit morceau qui m'intéresse, le reste, ça n'est pas ça. Charles de Gaulle, c'était beaucoup plus que simplement l'amour de la patrie. D'accord, pas d'accord ? J'avais envie de dire comme une boutade que De Gaulle lui-même a picoré dans le gaullisme et que donc c'est un peu compliqué sa notion. Je comprends que ça l'énerve que les tout le monde gens s'en empare, l'accaparent un peu abusivement, ça c'est légitime. Alors notamment, je vous propose d'ailleurs d'écouter quelqu'un d'autre qui se l'est accaparé. Je ne m'y attendais pas ce matin, c'était Nicolas Bay, le vice-président du Front National. Je pense qu'on peut être attaché à certains aspects de la politique du général de Gaulle. Oui, c'est pas votre cas, ensuite. Si, en l'occurrence, moi j'ai une vision assez gaullienne de ce que peuvent être les relations internationales, ou même sur l'économie, sur l'équilibre entre la nécessité d'un État qui protège l'économie et en même temps la liberté économique, les libertés, notamment en matière fiscale. Et merci Jean-Baptiste. Je voulais réagir à cette déclaration de Nicolas Bay, poser une question qui fâche. Est-ce que le gaullisme, finalement, ne réside pas chez ceux qui l'ont combattu, et notamment une partie de l'extrême droite, notamment sur ces questions que vous connaissez bien, Olivier Duhamel, qui sont les questions européennes ? Oui, mais ça montre surtout l'incroyable conformisme de nos politiques, parce qu'aujourd'hui, ça fait bien de dire que le général de Gaulle était une grande figure, qu'on a des points d'accord sérieux avec le général de Gaulle, mais en même temps, quand c'est à ce degré de généralité et de banalité de ce que dit Nicolas Bay, ça ne dit rien. Sur les questions internationales, notamment, quand même. Sur la question européenne, ça veut dire qu'il n'est pas... Mais il n'a même pas dit la question européenne. Il aurait pu dire « j'ai la même vision d'une Europe des nations et pas d'une Europe fédérée, intégrée ». Il n'a pas dit ça, non. Il a dit les relations internationales. Sous-entendu, derrière ça, il y a « venez pas me chercher ». Oui, et puis ne venez pas chercher sur la Russie, parce que comme De Gaulle, je veux un point d'équilibre entre les États-Unis et la Russie. Mais enfin, il n'a pas développé de façon suffisamment intelligible, bien qu'il soit intelligent. On ne lui a pas donné beaucoup l'occasion dans cette interview que j'ai écoutée ce matin, mais je pense aussi que c'est pas le même FN
peut-être pas répéter toujours ce qui était intéressant que l'extrême droite. Pardon, je vous coupe, Christophe, mais ce qui était intéressant dans cette interview de Nicolas B, c'est qu'on sentait que ça lui arrachait quand même un peu les tripes de dire du bien du général de Gaulle. On sentait que ce n'était pas sa tradition familiale, ce qui est quand même une partie, on peut le dire, de l'extrême droite. Jusqu'à même chez certains gaullistes, aujourd'hui, le seul fait d'être gaulliste, c'est d'être contre l'extrême droite. Et donc, c'était ça. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Oui, Karl. Oui, alors on peut même pousser le paradoxe encore plus loin, parce que, en l'occurrence, j'ai vu Florence Portelli tout à l'heure, qui, elle, ne fait pas le pèlerinage à Colombey-les-Deux-Églises, contrairement aux deux autres candidats, Laurent Wauquiez et Maël de Calan, en l'assumant, en disant moi je ne vais pas aller, je ne suis pas gaulliste, c'est pas du tout ma tasse de thé. C'est l'aveu des Républicains, là, Olivier. Mais c'est quoi sa tasse de thé? J'ai pas suivi exactement. En quoi est-ce qu'elle n'est pas gaulliste? C'est ça que j'ai du mal à faire. Ah oui, ça faudrait lui demander. Plus Pompidou. Parce qu'il n'est pas assez libéral, c'est ça, en gros? Il y a peut-être de ça. Oui. Non, mais bon, par ailleurs, Nicolas B, ça lui arrache la figure de dire du bien de quiconque autre que Marine Le Pen ou lui-même. Donc, c'est pas spécifique au général de Gaulle. Non, ce qui est vrai, c'est que mais alors peut-être plus chez les Gaulliens que chez les gaullistes, ou chez les gaullistes authentiques et profonds aujourd'hui, ce qui était frappant de voir, c'est que de leur point de vue aussi, la frontière avec l'extrême droite doit être absolument imperméable. Et regardez le nombre de gens, quand, entre les deux tours, Dupont-Aignan a fait alliance avec Marine Le Pen, le nombre de gens qui ont dit « pour un gaulliste, c'est inacceptable ». Et donc ça, il y avait quand même cette idée, c'est quand même les gens qui ont voulu tuer le général de Gaulle. C'est la guerre d'Algérie. Voilà, c'est l'ombre de la guerre d'Algérie. Fait que l'extrême droite, une partie de l'extrême droite déteste toujours De Gaulle, et l'ombre de l'attitude de l'extrême droite avec De Gaulle fait que les vrais gaullistes détestent l'extrême droite. C'est vrai, mais d'un autre côté, le temps a quand même passé, et ça c'est la vieille extrême droite qui est toujours forte au Front National. Je pense que Nicolas Bay, Marine Le Pen sont peut-être sur d'autres et Charles de Gaulle, petit-fils du général de Gaulle, était sur la liste de Jean-Marie Le Pen aux européennes de 1999. Voilà. Jean-Baptiste, vous nous avez rejoint. En tout cas, il y a d'autres personnes qui se sont réclamées de l'héritage du général sur Twitter aujourd'hui. Oui, alors commençons par un premier tweet. Ça commence par « En 1944, il nous a conduits à la libération et à la victoire. En 1958, il nous a épargné la guerre civile. Et il a donné à la France actuelle ses institutions et son indépendance. » Et qui tweet ça? Eh bien, moi, j'ai la réponse. Donc, non, mais on va pas y arriver. C'est la députée Bérengère Pellotti. Et c'est pas la seule à s'être fendue de tweets. Il y en a Michel Alliot-Marie, Bernard Accoyer qui ont mis des photos à l'appui avec une très belle photo du général de Gaulle sur le perron de l'Élysée, une autre photo avec un dépôt de gerbes. Florian Philippot lui propose clairement une réflexion sur la pensée et l'œuvre de Charles de Gaulle. Effectivement, il a quand même prévu, et ça fait quand même de nombreuses semaines qu'il avait prévu qu'il allait ce jour-là, aujourd'hui, à Colombey-les-Deux-Églises. Le gaullisme revendiqué, Nicolas Dupont-Aignan, lui, politise tout de suite. Ne comptez pas sur moi pour alimenter le jeu politicien, et il reprend les dires du général de Gaulle. Petite soupe sur les petits feux. Forcément, il politise un petit peu le moment, parce que c'est quand même un rendez-vous. L'éditorialiste Éric Brunet, alors celui-là, vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, Vincent, il s'énerve. Il s'énerve contre les pathétiques embouteillages de politique à Colombey-les-Églises pour l'anniversaire de la mort du général de Gaulle. Ras-le-bol de la gaulomania, ajoute-t-il. Il s'énerve carrément. Ça a été beaucoup retweeté d'ailleurs. Et enfin, un petit peu d'ironie, alors je ne sais pas si vous savez, mais sur Twitter, quand quelqu'un décède ou disparaît, ça vient dans les trending topics, c'est-à-dire les mots qui reviennent le plus. Et donc Thomas qui dit « J'ai vu Général de Gaulle en trending topic », donc un des mots qui ressort le plus. Une fois de plus, j'ai eu trop peur de lire qu'il était mort. Le général de Gaulle était un bon président, il doit se retourner dans sa tombe de voir sa France se ruiner. Il doit dire quel chienlit, c'est ce que nous dit Christiane en ce moment sur Facebook. Un commentaire sur ces tweets? Ouais. Oui, notamment sur le tweet de Christiane. Moi, je crois que dans tout ça, il y a une chose de beaucoup plus profonde et de beaucoup plus collective, qui est la nostalgie, ce que Raoul Girardet, que nous aimons tous, je crois, appelait le mythe de l'âge d'or. De Gaulle, c'est aussi les années 60, c'est la croissance, c'est le retour à la paix civile, c'est l'explosion, finalement, d'une France, en effet, on a l'impression qu'elle correspond à son image. Et c'est une période d'ordre et de prospérité, comme disait le général lui-même, c'est-à-dire où à la fois on pouvait faire la fête, mais en même temps, la prospérité était à la maison. Et je crois que cette nostalgie travaille encore beaucoup la France,
comme la nostalgie de la Troisième République dans le domaine de l'éducation. Je dirais que le gaullisme sert un petit peu aussi de mythe de l'âge d'or, et on le voit bien à ce tweet et à ce que vous avez montré, avec ce regret évidemment d'une époque révolue, mais c'est le propre de toutes les époques d'être un jour révolu. Eh bien, on va tourner la page, on va revenir à 2017. Merci Jean-Baptiste. Merci, Marine Le Pen devant les juges, ce sera bientôt, ainsi on a décidé. Le bureau de l'Assemblée, il a levé l'immunité parlementaire de la présidente du FN, c'était hier. Et avec Richard Ferrand, qui est visé par une plainte d'anticorps, on se pose une question, est-ce que la justice sert à affaiblir les politiques? Alors, on va d'abord s'intéresser au cas de Marine Le Pen. Avant de parler même de ce pourquoi elle est poursuivie, on va aborder la question, je voudrais qu'on aborde la question de l'immunité parlementaire. Il est normal de la lever, c'est en tout cas ce que pensait ce matin François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, on l'écoute. En l'occurrence, notre ligne, elle est constante. Oui. C'est que l'immunité parlementaire ne doit pas servir à faire obstacle au bon fonctionnement de la justice. Et Nicolas Bay, le vice-président du Front National, était diamétralement opposé dans son approche, on l'écoute. Les juges ne sont pas au-dessus de la démocratie et du suffrage universel. Je crois qu'à un moment donné, il y a un principe de séparation des pouvoirs qui ne doit pas donner un pouvoir absolu aux juges, par exemple sur le législateur. Votre avis, professeur Duhamel? Eh bien, au risque de vous surprendre, je suis plus de l'avis de Nicolas Bay que de celui de François de Rugy. Alors, deux questions. Écoutez, pourquoi et comment? L'immunité parlementaire est conçue et nécessaire pour protéger les parlementaires dans l'expression de leurs opinions et dans leur vote. Autant il faut lever l'immunité parlementaire si quelqu'un est poursuivi ou s'il convient d'enquêter pour des délits de droit commun, a fortiori pour des crimes. Mais quand il s'agit, et là il s'agissait de diffusion de photos violentes sur Daesh. Alors, bon, il y a le problème de cette... on va en voir, elles seront floutées, parce que justement on va pas avoir des problèmes avec la justice, mais on va les voir. Il y a le problème de cette incrimination qui est vague, dangereuse et tout. Je veux dire, le nombre c'est une question d'interprétation, mais enfin le nombre d'images violentes. Mais il n'y a aucun doute sur le fait que dans la diffusion de ces images, Marine Le Pen n'appelait pas, ne faisait pas l'apologie du terrorisme. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Elle voulait dénoncer Daesh et montrer l'atrocité de ce que ça représente. C'est donc l'expression d'une opinion avec les outils du XXIe siècle, donc avec une image et Twitter, mais ça aurait pu être, il y a 30 ans, une interview et des mots. Et je pense que dans ce cas-là, il est légitime que l'immunité parlementaire protège toute personne, même celle avec laquelle on est le plus grand désaccord, c'est-à-dire en l'espèce Marine Le Pen. C'est une utilisation politique de la levée d'immunité qui n'est pour moi pas acceptable. Sylvain Courage. Elle exprimait une opinion parce qu'elle répondait à un journaliste, Jean-Jacques Bourdin, qui avait comparé le Front National à Daesh. Et de manière évidemment outrancière, elle a montré ce qu'était la réalité la plus violente de Daesh en disant est-ce que vraiment le Front National c'est ça? Donc elle disait quelque chose. Je veux dire, du point de vue de la liberté d'expression, voilà, elle faisait son boulot en quelque sorte. Elle défendait son parti. Après, elle l'a fait en diffusant des images qui sont proscrites. Donc, mais on voit bien qu'il y a effectivement là quelque chose qui est contestable. Je reviens justement à la question précédente, Sylvain. C'est la soumission du politique au juridique, surtout s'il est rive droite. J'imagine qu'à l'Obs, quand même, on est plutôt pour cette ligne-là, non? C'est pas évident parce que en fait, on a beaucoup de problèmes en France avec la justice, la politique. Les procès se font en dehors des prétoires, puisque c'est souvent la presse qui instruit les affaires quand il y en a. Les jugements sont rarement prononcés. Donc on a quand même un vrai sujet là. Il faudrait poser les choses de manière plus claire qu'aujourd'hui. Parce que je pense que les Français ne comprennent plus comment ça se passe, comment on incrimine un homme politique et comment un homme politique peut se défendre, parce qu'il y a aussi la question de la présomption d'innocence, de la manière dont ils doivent ou non démissionner des fonctions qu'ils occupent. Enfin, tout ce champ-là est perturbé et je pense que du coup, avoir une position arrêtée aujourd'hui est très difficile. Christophe de... Oui, moi, problème politique, tout à fait dans le sens. Alors, je crois qu'on est autour de cette table peu favorable à Marine Le Pen, mais franchement, moi, je suis même, je dirais carrément choqué. Je vais même plus loin qu'Olivier Duhamel. Je suis choqué parce que, imaginons le même raisonnement. Elle a diffusé. Oui. Pourquoi vous allez plus loin? Ça vous gêne d'être simplement d'accord avec moi? Détendez-vous. Voilà. Je rajoute. Non, mais par exemple, je pense à cette chose, à cet argument. Quand même, qui serait très puissant et qui, à mon avis, elle utilisera. Qu'est-ce qu'on dirait si on accusait, si on
lançait des poursuites contre quelqu'un qui diffusait des photos des camps de concentration nazis, en prétendant que c'est une apologie de la violence. Vous imaginez la situation? C'est-à-dire que, alors qu'il est évident, comme on l'a rappelé, comme vous l'avez rappelé, et là, nous sommes tout à fait d'accord, il est évident qu'elle dénonce Daesh, d'accord? Donc, au nom de ces atrocités. Donc, si on poursuit le raisonnement, il devrait être interdit de diffuser des photos des camps de la mort, puisque ce serait considéré comme une apologie de la violence. Vous voyez un peu dans quel mode de raisonnement on va? Moi, je suis, pour les raisons liées historiquement à ce qu'a dit Olivier Duhamel sur l'immunité parlementaire, qui est justement fait pour empêcher qu'on poursuive un député dans ce cas. Et en plus, terminons politiquement, mais elle va se régaler de cette affaire. Elle va gagner en justice. Si elle ne gagne pas en justice française, mais la Cour européenne des droits de l'homme, dans les 15 secondes, va lui donner raison. 15 secondes, elle ne juge pas aussi vite. Non. Elle lui donnera raison. Elle prendra sa décision rapidement. Hein. Parce que là, la jurisprudence est absolument claire sur la liberté d'expression, d'autant la parlementaire. On va véritablement vers quelque chose de totalement contre-productif, c'est-à-dire qu'on peut, avec cette affaire, la remettre en selle. Il ne va pas un peu loin quand même, Christophe? Non, mais je pense que ce qui est quand même très important, je crains qu'une partie de vos spectateurs se disent mais qu'est-ce que c'est que ces zozos qui se disent tous pas gaullistes et puis qui là viennent tous défendre Marine Le Pen. Nous ne défendons pas Marine Le Pen, nous ne sommes pas le pénistes et nous avons une plus grande admiration pour le général de Gaulle et pas pour Marine Le Pen. Je pensais vous accuser de beaucoup de choses, Olivier Duhamel, mais pas de ça. Non, ça m'est jamais venu à l'esprit. Non, mais vous savez, c'est quand même un problème parce qu'il y a des gens qui ne distinguent pas les positions de principe et en l'espèce à qui ça s'applique et qui disent ah bah si c'est pour Marine Le Pen, asseyons-nous sur les principes. Eh ben non, on ne s'assied pas sur les principes parce que c'est Marine Le Pen. Mais alors, pourquoi comment vous expliquez qu'au moment où a été soulevée cette polémique, qui est ancienne, hein, personne n'est dit à Manuel Valls ou à Bernard Cazeneuve, qui ont lancé, à ce moment-là, qui ont dénoncé Marine Le Pen, en disant mais... Parce qu'ils n'osent pas, parce que le conformisme, là encore, je vais avoir l'air de défendre Marine Le Pen, parce que les gens ne sont pas courageux, parce que la distinction que je rappelle entre les principes et à qui on l'applique, c'est pas la chose la plus répandue dans notre pays, vous savez, et que donc ils se disent oh là là, oui, ils s'en prennent à Marine Le Pen, super, bien sûr, etc. Voilà pourquoi. Karl, je vous fais réagir, mais justement, je voudrais qu'on écoute justement la défense. Ah, attendez, ça va venir. Je voudrais qu'on entende la défense de quelqu'un qui est l'ancien Guélib, Sylvain Chenu, qui, il est vrai, est devenu depuis député FN. Elle met sur la table ce que les autres ne veulent pas voir. On lui enlève son immunité. Bon, mais on lui enlève son immunité, c'est important quand même. Oui, c'est-à-dire qu'on la bâillonne, on dit, comme on l'a fait pour Gilbert Collard. D'ailleurs, on voit que c'est réservé aux députés du Front National, uniquement aux députés du Front National. Madame Obono, par exemple, de la France Insoumise, a des propos contestables lorsqu'elle prend la défense d'islamo-fascistes. Elle a son immunité. Il faut poursuivre Daniel Obono, Carnus ? On va voir s'il y a des plaintes. La difficulté, c'est que là, c'est pas deux poids deux mesures, mais il faut qu'il y ait des plaintes pour que le juge demande. La levée d'immunité parlementaire, elle se fait parce qu'il y a un juge qui a demandé à ce qu'elle soit levée. C'est le procureur, là, dans l'affaire, là, je ne sais pas, qui est-ce qui a lancé les poursuites contre Marine Le Pen au départ? Il y a un procureur, c'est le parquet. Ah oui, c'est qui a demandé pour pouvoir entendre Marine LePen, et si elle ne veut pas, au besoin, avoir un mandat d'amener. Mais vous voyez... Très bien, je rejoins ce que vous disiez, la défense de Marine Le Pen. Le tweet qu'elle a fait passer, il est ravageur. Au moment où il y a tout ce débat sur les djihadistes partis en Syrie qui veulent rentrer en France, on sait bien, là, elle simplifie beaucoup en disant « Ah bah finalement, il vaut mieux être un djihadiste qui rentre et qui n'est pas inquiété », ce qui n'est pas le cas. Mais bon, elle simplifie, plutôt que quelqu'un qui dénonce les crimes de Daesh. Et bien ça a un impact sur les gens. Comment vous voulez faire comprendre aux gens, une partie d'entre eux, qu'il est légitime que le frère de Mera bénéficie de tous les principes d'un État de droit, mais que Marine Le Pen, elle, ne devrait pas. Je veux dire, il y a un moment où il faut... Ça ne va pas de soi, le maintien d'un droit pénal civilisé, le maintien du respect de l'état de droit, le maintien de la présomption d'innocence, le maintien de l'immunité sur ce qui est l'expression des idées. Par les temps qui courent, ça ne va pas de soi. Le secret de l'instruction. Les attentats se multiplient, ou en tout cas persistent, les gens ont peur, ça ne va pas de soi. Donc raison de plus pour être le plus rigoureux possible. On entendait François de Rugy tout à l'heure, qui s'exprimait ce matin sur France Info. Il disait également, mais de toute façon, si ça se trouve, il n'y aura pas matière à poursuite ou comme ça. Donc,
en fait, il disait qu'elle aille devant chez le juge. Et si elle est sûre de son bon droit, pourquoi elle ne le fait pas? Heureusement pour François de Rugy, il n'y a pas de délit de petitesse de la zone de cerveau disponible. Non, vous savez, oui, c'est genre exposé aux rigueurs du droit, celui du droit de la presse. C'est un argument à dominer, on peut dire. Non, mais c'est le genre d'argument, vous savez, qu'on entendait, que je trouve toujours très inquiétant, si on le poursuit aussi, comme, finalement, quand on n'a rien à se reprocher, pourquoi refuser d'être écouté? Oui, le genre d'argument. Hein? Puisque, après tout, elle peut aller devant le juge, elle sera peut-être disculpée. Non, la question, c'est une question, doit-on déclencher une procédure dans ce cas de figure? Et je crois que nous sommes assez d'accord pour dire que c'est contre-productif même. Je vais vous faire rebondir sur ce que disait Sébastien Chenu juste avant. Est-ce que, il n'y a que Marine Le Pen qui subit ce genre de rigueur? Aujourd'hui, oui, on va voir. Vous avez expliqué tout à l'heure qu'il va y avoir une plainte déposée contre Richard Ferrand. On va voir si, de ce point de vue-là, pareil, le bureau de l'Assemblée lève une immunité parlementaire, si ça va plus loin. En tout cas, ici, nous sommes quelques esprits libres aux attaches ou aux opinions profondes relativement différentes qui peuvent s'accorder sur ce point. Mais est-ce que vous avez entendu, regardez les images que vous avez passées, mais au-delà, est-ce que vous avez entendu une personne qui ne soit pas du Front National, de l'univers politique, monter au créneau pour dire qu'on n'aurait pas dû lever l'immunité parlementaire? Alors c'est pour ça, pour aller plus loin, c'est pour ça que je suis étonné de vous entendre ce soir et qu'on n'ait pas entendu ce genre de voix quand la polémique a éclaté. Le deuxième round, Richard Ferrand, donc justement, effectivement, vous le disiez, Karl, risque d'être de retour devant la justice. Cette fois-ci, c'est l'association anticorruption Anticor qui porte plainte. Voici le motif invoqué par son président à l'AFP ce matin. Nous attendons l'ouverture d'une instruction pour qu'il y ait un procès car nous ne sommes pas d'accord avec l'analyse du procureur de Brest. Alors le procureur de Brest avait classé l'affaire sans suite. L'affaire elle remonte à 2011 quand Richard Ferrand était directeur des Mutuelles de Bretagne et il avait loué des locaux à une société appartenant à sa compagne. Le parquet a estimé qu'il n'y avait pas d'abus de confiance, qu'il n'y avait pas d'escroquerie et que l'affaire était prescrite. En un mot, ce que dit l'association Anticor qu'on entend depuis ce matin, c'est que le parquet n'a pas fait son boulot, mais nous, on va faire le boulot. Olivier, vous trouvez ça normal? Vous ne faites pas tout le temps intervenir en premier. Franchement, le juriste de la bande. Non, je connais pas assez bien le dossier. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut recommencer la procédure. Je crois que c'est l'interprétation du délai de prescription sur la prise illégale d'intérêt, si je ne me trompe pas. Oui, ça c'est ce qui était effectivement l'un des arguments avancés par Anticor. Mais ne l'ayant pas étudié plus que cela, je ne sais pas quelle est sa pertinence. Il peut y avoir un petit problème aussi sur le fait que tout ça a été traité par le parquet de Brest, c'est ce qu'ils espèrent, qui a une certaine proximité, on va dire, avec l'intéressé, et pas par le parquet financier national qui, lui, par définition, est plus indépendant. Donc, je n'ai pas d'avis très tranché, faute d'une connaissance plus complète du dossier, ce qui veut dire que je ne critique pas Anticor, mais qu'à ce stade, je n'ai pas les éléments pour l'approuver. Désolé de ne pas toujours avoir un point de vue tranchant. Christophe, est-ce que vous ne trouvez pas justement que, pour le coup, là, Anticor, au moins dans la posture, est logique? On reprochait à Anticor d'être une association qui s'en prenait que aux élus de droite. Là, oui, je crois que d'autre part, ils ont recouru à, vous savez, à un juge d'instruction, du coup, puisque le procureur, le parquet avait donné un non-lieu. Donc, ils sont passés par le juge d'instruction et constitution de partie civile, qui est la seule façon en droit français de relancer une affaire. Je pense que juridiquement, on verra. Moi, alors, je ne suis vraiment pas du tout compétent, même si je connaissais le dossier, pour juger du fond des affaires. Mais il est certain qu'à partir du moment où il y a un doute, moi, je suis vraiment le même principe, même traitement, d'accord? C'est-à-dire qu'on a fait pour François Fillon, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, une enquête très rapide, très vite ouverte, à partir d'un article de journal. Il y a eu les mêmes articles du même journal, d'ailleurs, sur M. Ferrand. On est obligé de constater que les poursuites ont été engagées beaucoup plus tard, c'est-à-dire après l'élection, et on est obligé de constater aussi qu'elles se sont terminées par une nullité, ce qui est sans doute peut-être fondé. Pas après l'élection, beaucoup plus tard, mais pas après l'élection. Il a fallu une pression, etc. Une pression médiatique. Mais ça a eu lieu avant l'élection, puisqu'on a même dit qu'il avait été élu malgré l'ouverture des poursuites. Législative, il est... Peu importe, peu importe. Elles ont traîné, l'ouverture a traîné, ça c'est exact. Après l'élection présidentielle. Ah, présidentielle. Je pensais que vous disiez législative. Ah non, l'élection présidentielle, ce qui quand même était le grand sujet. C'est-à-dire que... Bon, donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est la fameuse expression, vous savez, la femme de César ne doit pas être soupçonnée.
Ce qui ne veut pas dire que le parquet fait des choses horribles. Ce qui veut simplement dire, c'est qu'il doit être mis dans une situation irréprochable a priori. Or, vous le savez... Ça, là, vous parliez du parquet, non pas de la compagne de Richard Ferrand. Oui, oui. Et, non, mais en l'occurrence, bon, l'affaire, en plus, telle que vous l'avez résumée, est un peu plus brumeuse que ça. Il se trouve quand même, rappelons-le, qu'en France, le parquet n'est pas indépendant, contrairement à ce qu'on nous répète toute la journée, que la Cour européenne des droits de l'homme nous le rappelle régulièrement. Et je ne dis pas que le parquet ne veut pas dire que le parquet obéit au pouvoir politique. Il n'y a plus d'instruction de la chancellerie dans des affaires individuelles. Il n'y a plus d'instruction de la chancellerie. Je n'ai pas dit qu'il y avait des instructions. Alors, ce que vous avez dit laisse entendre et fait comprendre par tout le monde, non. pour une fois on va se friter un peu, hein, que c'est sur ordre que le parquet... Non, je ne dis pas ça. Ah, si, je dis qu'il n'est pas indépendant, c'est-à-dire qu'il est dépendant. Non, dans une affaire qui... mais ça suffit à le rendre indépendant. Non, les montassans, juridiquement, institutionnellement, le parquet n'est pas indépendant. Donc, ça ne veut pas dire qu'il a reçu des instructions. Mais quand vous n'êtes pas indépendant organiquement de quelqu'un ou d'une institution, il y a une suspicion sur votre liberté. C'est aussi simple que ça. Oui, enfin, en même temps, toute l'évolution récente montre que les parquets et les procureurs et autres font à peu près ce qu'ils veulent. Il y a un autre problème qu'on ne pose pas, parce qu'il ne se pose pas directement à chaud aujourd'hui, mais qui est un problème quand même considérable qu'on n'arrive pas à résoudre et qui est très compliqué. C'est la coexistence des procès médiatiques et du procès judiciaire. Et aujourd'hui, dès que quelqu'un est mis en cause, il est l'objet d'un procès médiatique, parfois dans des conditions très choquantes. C'est-à-dire, parfois, on ne demande même pas le point de vue de l'intéressé. Il arrive qu'on publie des choses qui mettent gravement en cause l'honneur de quelqu'un sans même avoir demandé son opinion, ce que je trouve totalement scandaleux. Et le procès médiatique pèse beaucoup plus que le procès judiciaire. Si vous perdez le procès médiatique et que vous gagnez le procès judiciaire 2 ans après, ça n'empêche, votre honneur a été détruit. Or, toute l'histoire... C'est ce qu'a dit Richard Ferrand dans cette affaire. Oui, et toute l'histoire des... Allez, n'allons pas chercher trop loin, mais en tout cas des 50 dernières années, sont celles de renforcement des droits de la défense dans le procès judiciaire. Toute l'histoire, on l'a développée, on en a fait un principe constitutionnel, on ne peut pas mettre en cause l'avocat. Et sur le procès médiatique, zéro, rien. Parce que c'est compliqué, parce que ça met en cause la liberté d'expression. Parce que moi, je trouve que, par exemple... de la présomption d'innocence à la fin des années 90, quand même. On devrait mettre comme règle, par exemple, qu'il est totalement interdit de mettre en cause une personne sur une affaire sans demander son point de vue et l'exposer. Ce serait élémentaire. En principe, la parole est à l'Obs. Ça fait partie de l'éthique journalistique, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation. Non, juste sur la plainte, la procédure lancée par Anticor, le dossier, on le connaît quand même. Le procureur de Brest, il avait entendu toutes les parties. L'histoire, elle a été détaillée. Il va falloir quand même qu'il trouve des éléments nouveaux, en dehors des arguments juridiques sur la prescription. Or, il y a un problème dans cette affaire, c'est que les mutuelles de Bretagne ne sont pas plaignantes. Or, elles sont censées avoir été lésées. Donc, il y a quand même quelque chose qui manque pour que vraiment l'affaire prenne. Et je me demande, du coup, si la plainte d'Anticor peut vraiment prospérer. François de Rugy, ce matin, disait qu'il y en avait assez un peu de toutes ces plaintes inutiles. C'est votre avis également, vous qui avez suivi quelqu'un qui a su sur à d'autres moments à qui vous pensez à qui vous pensez alors là, à qui vous pensez alors moi je suis journaliste donc je donne les sous-titres. Karl Meus a suivi la campagne de François Fillon. C'est toute la campagne, mais en l'occurrence non, et du coup ça nous amène sur le terrain politique. Excellents récits qu'on retrouve si Richard sur le Ferrand pensait pouvoir redevenir ministre à l'occasion d'un possible remaniement après le 18 novembre et l'élection, oui, ce sera une élection à main levée, de Castaner à la tête d'En Marche, ça risque de s'éloigner de nouveau, parce qu'on ne sait pas, la plainte ne sera de toute façon pas traitée d'ici le 18 novembre, et il y a quand même un risque, même si ce que vous avez dit, on ne sait pas ce qui se passe. François de Rugy a raison dans ce que vous dites. Il dit ça le même jour où il y a l'affaire Le Pen. Exactement, dans le même interview. On est ce qu'on appelle une contradiction absolue. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit que j'allais trop loin. Vous en pensez quoi, qui parle pour La République En Marche, c'est ça? Alors que le président de l'Assemblée nationale devrait être normalement au-dessus d'une mêlée politique. Mais vous y croyez vraiment vous y croyez surtout quand François de Rugy soutient Castaner pour la présidence oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a un moment, on attend des hommes politiques qui soient à la hauteur de la fonction qu'ils occupent. Là-dessus, c'est vrai que quelqu'un comme Philippe Séguin occupait bien cette fonction-là. Vous avez vu qu'il y a quand même une cliente qui a porté plainte contre sa voyante
parce qu'elle lui avait annoncé que dans quelques mois, elle allait décéder, et que ça l'avait gravement perturbée. Donc, en effet, parfois, on va un petit peu loin dans le recours à la justice. Je ne l'ai pas vu, mais si la voyante ne l'a pas vu, elle peut être poursuivie pour escroquerie. Si la mort n'est pas survenue, il y a un grave préjudice. Exactement. Exactement. Donc, il nous a annoncé à Richard Ferrand qu'ils vont perdre les élections municipales. Il peut porter plainte en disant que ça l'a gravement perturbé. Donc, on dit les voyants ou les voyantes sont odieux, ou les voyants ou les voyantes sont odieuses d'ailleurs? Belle transition. C'est une question. Les hommes et les femmes sont belles, ou les hommes et les femmes sont beaux? Christophe. Alors, on dit honneur, tout. Écoutez, là aussi, il faudrait un peu spécialiste. Moi, mon latin, qui fut bon, est un peu ancien, mais on dit un peu tout et n'importe quoi actuellement. On dit le latin, c'est l'accord de proximité. C'est un peu plus compliqué que ça. Parce que par exemple, dans votre exemple, où l'adjectif est attribut, eh bien, c'est le masculin qui l'emportait en latin. On disait. Non, mais alors ça, on va en perdre sans latin. On va essayer d'être pédago. Un collectif de 314 profs demande la fin de la règle de grammaire selon laquelle le masculin l'emporte sur le féminin. C'était sur le site slate.fr. Et ce n'est pas du tout du goût de Jean-Michel Blanquer. Ils n'ont pas le droit. Il y a si vous voulez, il y a un système d'inspection à l'éducation nationale qui fait que si un professeur de mathématiques dit que le théorème de Pythagore n'existe pas, ou si un professeur de français dit que telle règle de grammaire n'existe pas alors qu'elle existe, il se met en faute, évidemment. Donc il prend le risque d'être sanctionné, disons les choses clairement. Il prend le risque, effectivement, de problèmes. Alors, Jean-Michel Blanquer a ajouté même qu'il y en avait assez de massacrer, je cite, la langue française. C'était ce qu'il disait déjà hier. Moi, je veux bien. Mais la demande est parfaitement en règle avec en accord avec les règles académiques. Christophe de Vogue, c'est pas trop mouillé tout à l'heure, mais il y a la règle de proximité. Le genre et le nombre d'un adjectif s'accordent avec le nom le plus proche. C'est une règle qui date de l'époque de Boileau et de Vaugelas. Sylvain Courage, quel est l'avis à l'Obs? Ce sont ces grammairiens du XVIIe siècle qui sont sur la sellette parce qu'ils ont beaucoup masculinisé, apparemment, moi je ne suis pas non plus un expert, mais ils ont beaucoup masculinisé la langue française, notamment les noms des professions, mais aussi les règles d'accord. Et donc, il y a tout un mouvement de contestation. Voilà, alors ça se heurte quand même à des résistances. Ils disent que le masculin désigne à la fois le masculin et le neutre. Oui. Mais la langue française, ça pose quand même des problèmes au regard de l'évolution de la société. Parce qu'il n'y a pas de neutre, parce que les adjectifs s'accordent, parce que partout, finalement, la langue est sexuée. Et on voudrait aujourd'hui que ces différences sexuelles ne s'expriment pas dans le langage. Et donc, on a un outil qui est très imparfait et qui ne va pas aider à ces évolutions à se concrétiser. Donc je pense que cette question, elle a l'air anecdotique, mais elle ne fait que commencer à se poser. Non, ce que vous êtes en train de dire, en fait, c'est qu'il ne faudrait pas utiliser la langue française pour justement lutter contre les stéréotypes de genre. C'est ce que disent les féministes. Oui. Vous êtes d'accord? Écoutez, moi je suis très très contre l'écriture inclusive. Je trouve ça atroce, je trouve que en plus, ça complique énormément les choses, donc c'est aussi un truc, on pourrait dire, de classe, qui va rendre encore plus difficile l'apprentissage de la langue telle qu'on doit la parler par ceux qui ne sont pas dans des milieux culturellement privilégiés en tout cas. À lire, c'est abominable de voir tous ces points E, etc. Donc je suis... Alors que c'est censé être fait pour simplifier, selon là, je suis terminologies. En revanche, j'ai appris, moi, parce que je ne suis pas du tout savant, malheureusement, autant que je le devrais dans l'histoire de la langue, j'ai appris qu'autrefois, et jusqu'au XVIIe siècle, donc, semble-t-il... Oui, on a vu large, même, on est allé jusqu'au XVIIIe. La règle de proximité s'appliquait. Donc, ce n'est pas en soi scandaleux. Je trouve ça assez normal, ça ne me dérangerait pas du tout. Et ça ne massacre pas notre langue, puisque notre langue a été parlée comme ça pendant des siècles, et ça ne compliquerait pas, au-delà même je dirais plutôt que ça simplifierait, parce qu'assez souvent les gens font des fautes dans cette règle, et ne l'appliquent mal. Donc je pense qu'on ne peut pas mettre sur le même plan la question de l'accord de proximité et l'écriture inclusive. Et parce que sinon, on simplifie trop, et alors tous les gens un peu traditionnalistes ou respectueux de la langue vont être sur une position, puis tous les féministes ou ceux qui courent derrière sur l'autre. Non, c'est trop simple. Là, je vais mettre 1 euro dans la machine et je vais vous donner la réponse, en fait, par anticipation, de Natacha Polony, qui était l'invitée des Rencontres du Figaro. C'était mardi soir, salle Gaveau. On l'écoute. Avant, les accords se faisaient avec l'adjectif le plus proche. Donc on peut entendre, en effet, qu'il a existé d'autres formes de la langue française. Pour autant,
Revient-on en arrière? C'est tout de même curieux que les gens qui sont les plus modernistes et qui nous expliquent que le passé est absolument épouvantable, que, évidemment, dans le passé, les femmes étaient opprimées, souffraient terriblement, tout à coup découvrent que dans le passé, finalement, la langue était un peu plus féministe. Alors, on a vu large dans le titre de cette partie. La règle est désuète depuis le XVIIe siècle, siècle de l'éloquence. La parole est donc au spécialiste des discours, maître Christophe Devoogd. Non, écoutez, alors là, je suis pas pour autant un philologue, mais moi je suis tout à fait d'accord avec l'idée générale qu'il y a un problème, hein, notamment la féminisation des noms de professions, tout ce que vous avez évoqué. Moi je trouve que vraiment il faut voir ça justement avec un peu de sérénité et ne pas rester sur des positions académiques au mauvais sens du terme. Non, mais dans ce que dit Natacha Polony, est-ce qu'il n'y a pas effectivement... Oui, elle pointe ce qu'on appelle en rhétorique la contradiction de l'argument adverse. Mais cela dit, je suis tout à fait pour qu'on réhabilite l'accord de proximité, à condition encore qu'on sache de quoi l'on parle. L'accord de proximité, c'était justement, pas l'exemple que vous donnez, les hommes et les femmes sont belles, ça n'a jamais existé en français. Jamais. Quand l'adjectif, je reviens à ce que je disais, était attribut, c'est toujours le masculin qui l'emportait. Oui, mais nous avons rencontré des hommes et des femmes très belles. Alors voilà, c'était là qu'on avait l'accord de proximité. Absolument. Quand l'adjectif était épithète. Vous voulez qu'on parle, qu'on soit savant, hein, mais je veux dire, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que justement les gens échangent des arguments souvent peu fondés, qui sont des arguments très, je dirais... Mais Poligny va quand même un petit peu fort, parce que, sauf les progressistes, alors à la zone de cerveau disponible quasiment inexistante, aucun ne considère que tout le passé était atroce. Je veux dire, j'ai jamais entendu dire une connerie pareille, même pas par monsieur... Pourquoi vous me montrez? Il y a un point positif à cette controverse, c'est que ça oblige tout le monde à faire de la grammaire. Oui. Bon, c'est sympathique. Karl Meus n'a pas répondu. Mais moi, je me mets à la place de... Vous signerez la pétition sur la grammaire inclusive ou pas? Non, mais moi, je me mets à la place de nos enfants, de nos petits-enfants. Parce que nous, on a appris, c'est le masculin qui l'emporte. Eux, ils vont apprendre selon les profs, une règle ou une autre, une écriture inclusive ou une autre, et donc quand ils passeront le brevet ou le bac selon les correcteurs, mais c'est la catastrophe. Les fautes d'orthographe ne sont plus sanctionnées depuis très longtemps. Oui, mais là, on n'est plus dans l'orthographe, oui. Là on est en plus dans quelque chose d'idéologique. Oui. Quand on voit ces professeurs-là qui lancent cet appel, on est quand même plus dans l'idéologie. Et quand on voit déjà que, il faut dire madame le ministre ou madame la ministre? C'est un autre problème. Eh bien non, c'est pas un autre problème. Parce que quand vous l'écrivez, quand vous êtes lycéen, collégien, ou, vous ne savez pas si vous allez faire une faute ou pas. Et quand on est journaliste, toujours penser aux enfants. Ça m'est arrivé ce matin. Une dernière chose quand même. Ce que disait Sylvain, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'il n'est pas nécessaire justement de revenir à cette règle pour lutter contre l'inégalité, ce qu'on appelle les stéréotypes de genre dans la novlangue? Je ne vois pas en quoi ça permet de lutter contre ces stéréotypes. Bon, alors question subsidiaire. Question subsidiaire, beaucoup plus simple parce que c'est dans l'actu et je voudrais une réponse courte de vous tous. La Grande Roue de Marcel Campion est menacée d'être enlevée en 2018. Encore une querelle homérique entre le roi des forains et la reine Anne Hidalgo. Faut lever la Grande Roue de Marcel Campion? C'est la question d'ailleurs qu'on pose sur Figaro.fr aujourd'hui. Alors moi, je vais vous faire deux réponses. J'ai le droit. Oui, le principe de contradiction est interdit ici. C'est-à-dire que quand Marcel Campion décide de lutter contre la mairie de Paris, il va bloquer les routes et donc il emmerde les banlieusards et absolument pas les Parisiens. Là, c'est un paradoxe, je ne comprends pas. Donc vous êtes contre Marcel Campion? Non, je ne suis pas contre Marcel Campion. Et la deuxième réponse... Tout à l'heure, c'est contradictoire. Bah oui, il y a quand même un petit problème. Il ferait mieux de bloquer Paris. Enfin, voilà. La deuxième réponse, c'est je dis, quand on va à Londres, on va tous voir la Grande Roue de Londres. On trouve ça merveilleux, on y va. À Paris, ce serait peut-être pas mal. C'est peut-être pas celle de Marcel Campion qu'il faut, c'est peut-être pas à cet endroit-là. Mais enfin, la Grande Roue de Londres, elle est en face de Westminster, elle est en face de Big Ben. Tout le monde trouve ça très beau. Et elle est beaucoup plus grande, d'ailleurs. Olivier. Moi, j'ai une nouvelle passion dans ma vie depuis 3 ans et demi. C'est ma petite fille Anna. Je suis allé 2 fois avec elle sur la Grande Roue de la Concorde et c'était magique. Pas trop cher? C'est une réponse. Je ne me souvenais même pas tellement j'étais content. Pour Anna, il n'y a pas de prix. Sylvain. Il faudrait une grande roue légale, parce que Marcel Campion l'a installée sans autorisation au départ. C'est une occupation du domaine public. Et donc Anne Hidalgo se venge de la controverse sur le marché de Noël en maintenant s'attaquant à sa roue. Et cette bagarre est un peu ridicule, mais c'est vrai quand même que Marcel Campion s'est assis sur pas mal de règles. Et donc... la Grande Roue, oui, mais essayons de respecter les règlements et les lois. Sur les voies sur berge.
Il y a de la place. Il y a de la place, il n'y a plus de voiture. Quitte à vous décevoir, je vais vous dire que c'est voilà un sujet sur lequel je n'ai aucun avis parce que je n'ai aucune compétence. C'est de la triche. Bon, on arrête. J'arrête ici la discussion. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui a un avis sur tout. Eh bien, c'est celui avec qui vous avez rendez-vous et même des sujets inattendus. Éric Zemmour, qui nous parle bien d'un sujet que vous allez découvrir juste après Point de vue. Et je vous le promets, jeudi prochain, vous retrouvez Marie-Amélie Lombard et Alexis Brézé autour de cette table. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis et vous restez bien sûr sur Figaro Live jusqu'à 20h ce soir.